Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Air Télévision en cette fin de semaine pour ce nouveau numéro, l'actu. Soyez les bienvenus. Une journaliste, avec son travail et son honnêteté, a réussi à réaliser ce que tous les dirigeants n'ont pas pu faire, l'unification de la classe palestinienne dans toutes ses sphères et le rassemblement des chrétiens avec des musulmans. Voilà ce qu'on a pu lire et ce qu'on peut lire, entre autres, depuis maintenant sa disparition mercredi dernier. Donc, on parle bien de cette Palestinienne, cette journaliste reconnue dans le monde du journalisme, dans le monde arabophone, âgée de 51 ans. C'est Shirin Abu Akleh, a été donc tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait, vous le savez toutes et tous maintenant, une opération israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. On va lui rendre encore hommage aujourd'hui, puisque ce sont ses obsèques. Ce que je vous propose, c'est tout de suite peut-être, on va accueillir pour commencer Aklim Elouli, parce je sais qu'il est très pris aussi. Aklim Elouli, bonsoir. Bonsoir, et effectivement, désolé pour nos téléspectatrices et téléspectateurs de ne pouvoir rester trop longtemps avec vous, et je m'en excuse par avance. Merci infiniment pour votre fidélité. Je sais aussi que vous êtes très attaché à la cause, notamment à la démocratie. Vous luttez contre les discriminations. Vous avez rendu hommage à cette jeune femme, à cette journaliste Shirin Abu Akleh. Vous êtes adjoint au maire à Bonneuil-sur-Marne et membre du Parti socialiste. Peut-être un mot, il y a 48 heures, mercredi matin, on apprenait la mort, la disparition tragique, l'assassinat. Beaucoup parlent d'assassinat, même si aujourd'hui l'armée israélienne dément totalement que cette balle provenait de son armée. Oui, alors, moi, je ne sais pas si la balle provient de son armée, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'elle a été tuée par balle, alors qu'elle était journaliste et qu'elle couvrait sur un champ. Donc, je ne sais pas qui tire, mais en tous les cas, je crois qu'il faut aussi arrêter de se mentir. Et moi, je lui ai rendu hommage parce que j'ai trouvé quand même que le silence était assourdissant et que le droit international, là, on veut le servir partout. Et donc, si on commence à bafouer le droit international, les autres ne vont pas le respecter. Et donc, il y a des territoires où on ne veut pas le faire reconnaître. Donc, moi, je me bats pour la justice, et c'est une question de justice et de droit international. Le droit international doit s'appliquer de la même façon partout et pour tout le monde. Et si effectivement il est bafoué, il ne faut pas s'étonner que d'autres ne veuillent pas le respecter. Et l'exemple doit venir d'en haut. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la liberté de la presse ne doit pas être bafouée. Et on ne peut pas, en étant. Si ça se serait passé en Ukraine, on aurait crié au scandale, on aurait vu, ça n'aurait pas arrêté 24 heures sur 24. Malheureusement, je trouve que là, il y a un deux poids, deux mesures qui m'inquiète. Et je tenais à liberté d'opinion en disant la justice, c'est la même pour tous. Alors, c'est la même pour tous. Vous avez raison de le souligner. Il y a l'émotion. L'émotion est encore là. On va vous diffuser dans quelques instants des images, notamment ces funérailles, avec l'intervention. C'est le titre de l'émission. D'ailleurs, vous l'avez vu, un funérail de Shirin Abu Akleh. Intervention, dispersion, répression des forces de police israéliennes. Ce sont aujourd'hui ces funérailles. C'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse une émission consacrée à cette femme journaliste. Vous parlez d'un silence à Aklim Elouli. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'avec vous aussi, on peut peut-être parler de deux poids, deux mesures? Est-ce que parce qu'elle est journaliste, parce qu'elle couvre aussi la cause palestinienne, qu'il y a deux poids, deux mesures, et quelque part, il y a aussi un certain silence de la classe politique internationale, des autorités? Les médias en ont parlé. Alors pour certains, plus ou moins sensibles, mais ils en ont parlé tout de même. Non, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait deux États. Donc aujourd'hui, il y a des obstacles à la création de ces États. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a encore des camps, parce qu'on parle de camps, et alors qu'il devrait y avoir deux États. Donc il y a des résolutions qui ont été prises, il faut que les résolutions soient respectées. Sinon, partout ailleurs, personne ne respectera la résolution. Et là, vous savez que la justice, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans le respect mutuel. C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche l'escalade normalement. Donc quand justice n'est pas rendue, eh bien vous créez les conditions de la tension et de l'escalade. Et donc il y a des résolutions, il y a qui devraient être appliquées. Il faut qu'on applique les résolutions et qu'on permette aux Palestiniens d'avoir leur État à côté d'Israël. C'est pas d'opposer les gens. Et la justice normalement doit venir pour justement permettre que l'on n'ait pas l'escalade et qu'on n'ait pas besoin des armes, parce qu'avant qu'il y ait la justice, eh ben, les gens réglaient leurs comptes dans des guerres tribales, etc. Aujourd'hui, la justice, c'est ce qui permet à une démocratie. Donc tous les gens qui parlent de démocratie, qui n'ont que le mot démocratie à la bouche, doivent savoir que la justice est un levier essentiel de la démocratie. Sans justice, il n'y a pas de démocratie.
Alors, comment vous pourriez expliquer justement, il y a 2 jours, on avait une émission là-dessus aussi, certains parlent de silence, d'autres de complicité, d'autres aussi de 2 niveaux de puissance. On a l'impression tout de même que l'État d'Israël est beaucoup plus puissant que l'État palestinien. Est-ce que vous avez cette même analyse aujourd'hui, ce qui fait que peut-être que le droit international ne soit pas respecté et que peut-être les Palestiniens aujourd'hui sont quand même dans une position de faiblesse? Bah oui, les Palestiniens n'ont pas d'État, ils n'ont pas d'armée, donc c'est une question, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est aujourd'hui, c'est de savoir qu'effectivement, si les gens veulent vivre en paix, il faut créer les conditions de la paix. Il y avait Yitzhak Rabin qui avait voulu, qui avait fait le pas nécessaire. Malheureusement, il a été Mais assassiné. Aklim Elouli, c'est intéressant ce que vous dites, mais si vraiment, encore une fois, il y a l'émotion, il y a cette disparition, cette mort tragique, cet assassinat pour certains, puisque rien n'est encore clair, les enquêtes ne sont pas définitives, elles n'ont peut-être même pas été entamées, mais pour arriver peut-être à ce processus de paix, l'ONU, le Conseil de sécurité n'a pas spécialement de force aussi, peut-être d'influence. Comment on pourrait demain, selon vous, avancer dans ce dossier? Bah, c'est les alliés d'Israël. Il faut que les États-Unis, ils ont quand même une voix au chapitre. À mon sens, ils ont une responsabilité aussi. On veut bien que les gens, ils n'arrêtent pas de dénoncer le manque de démocratie. Là, les attaques sur la Russie, en Ukraine, la violence. Mais on ne peut pas le faire de façon à géométrie variable. Il faut le dénoncer partout. Au Yémen, il y a partout il n'y a pas que là, il y a partout des territoires propices à la guerre, à la haine de l'autre, à la stigmatisation, aux atteintes au respect de la dignité humaine, à la vie humaine, et ça, on ne peut pas le tolérer. Et si on le tolère à un endroit, eh bien, c'est le monde qui part dans tous les sens. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens seraient bien inspirés de faire valoir les résolutions et de demander, certains l'ont demandé, d'effectivement de sortir des territoires occupés et de faire en sorte que l'État palestinien puisse voir le jour et que les Palestiniens puissent vivre dans la dignité. C'est indécent, les conditions de vie. Vous avez été à Gaza, vous allez voir dans les camps de réfugiés, à Jénine, les gens ne vivent pas dans des conditions décentes. C'est pas humain. Et donc, l'humanité ne peut pas être à géométrie variable. Et je le dis, il en va aussi de la sécurité du peuple israélien ou des Israéliens qui vivent en Israël, parce que tout le monde peut être victime de la violence. Et l'escalade n'est pas bonne conseillère. Et moi, je ne parle pas sous le coup de l'émotion ou des sentiments. Je parle sous le coup de la responsabilité politique en disant, nous avons une responsabilité politique pour nos enfants, pour que nous puissions vivre ensemble comme des frères, et non pas, vous connaissez le proverbe, hein, et non pas comme des trucs, mais c'est aussi une responsabilité politique. C'est-à-dire que le silence assourdissant de ceux qui ne disent rien sont complices. Et à un moment donné, je crois qu'il faut dire que partout, quel que soit le lieu dans le monde, les journalistes peuvent couvrir et peuvent rendre compte de la réalité sans être victimes ou sans être intimidés ou sans être... parce que c'est aussi ça, c'est par la peur, l'intimidation qu'on évite effectivement que les gens puissent nous permettre de nous informer et de mieux comprendre les enjeux et de mieux cerner les difficultés que certains vivent. Et c'est leur rôle de l'information. Aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, l'information, les journalistes d'investigation ne sont pas ce qu'ils ont été, sont des gens qui, par leur silence ou par la façon de montrer, ont un parti pris qui ne grandit pas l'information. C'est que ce conflit, il est là depuis plusieurs décennies. Il est très complexe. Il faudrait certainement plusieurs émissions pour décortiquer, en parler, repartir de la genèse de l'État palestinien, de ce qu'il était il y a quelques décennies et des petites surfaces qu'il en reste aujourd'hui. Mais on sait que c'est aussi un conflit qui est aujourd'hui un petit peu entré dans les mœurs, qui est un peu parfois dans le silence, qui est peut-être pas traité en termes d'actualité à sa juste valeur. Peut-être certaines organisations comme le Conseil des Nations Unies, l'Europe en parlent très peu ou pas assez. Est-ce que vous pensez que cette mort tragique, cette disparition pourrait créer un élan international pour reconsidérer quelque part ce conflit et la position de la Palestine, mais aussi des deux peuples qui veulent aussi vivre en paix? Alors, on le souhaite toujours à chaque incident, à chaque événement, on espère que les gens vont trouver les voies de la raison et qu'on aspire tous à vivre en paix, que ce soit là, en Ukraine, au Yémen, en Libye, partout, les gens aspirent à vivre dans la dignité. Et donc, je l'espère. Malheureusement, bon, aujourd'hui, si les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées partout dans le monde de la même façon, eh ben, on ouvre la porte ouverte. Vous savez, la justice internationale ne fonctionne que si tout le monde la respecte et que si elle est appliquée partout. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et
quels que soient les lieux. Et donc, il faut que les gens arrêtent aussi de penser, de vouloir stigmatiser les gens, vous êtes contre. Non, on n'est pas contre tel ou tel. Être pour la paix, normalement, c'est intrinsèque de l'humanité. Et donc, c'est la paix qu'il faut rechercher. Et pour qu'il y ait paix, il faut que les gens ne soient pas bafoués, ne soient pas frustrés, ne soient pas stigmatisés, ne soient pas torturés, agressés, violentés. Enfin voilà, c'est des règles basiques de vivre ensemble. C'est le respect, la dignité et la fraternité. La fraternité, c'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Et là, je ne vois pas si cette journaliste a été tuée, elle a bien été tuée par quelqu'un. Et de telle façon, il faut que toute la lumière soit faite, mais il faut que les responsables soient poursuivis et que l'opinion internationale soit quand même alertée pour que justement, plus jamais ça ne puisse se reproduire. Avec nous. Voilà, il était important aussi d'avoir votre réaction. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci pour votre invitation, Monsieur Cassi, et au plaisir. Merci infiniment. Merci. On va saluer Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales, qui vient de nous rejoindre. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Gamal Abina. Avec nous, Nordin Aoussat, conférencier, écrivain, professeur à la faculté des sciences islamiques de Paris. Bonsoir. Salam alaikum. Comme salam, bonsoir. Je crois que vous êtes dans une gare, hein, si je ne me trompe pas. Entre deux trains. Entre deux trains. Je vous prends dans un instant. D'abord, sachez que Al Jazeera a accusé les forces israéliennes d'avoir tué de façon délibérée, je cite, et de sang-froid, sa journaliste vedette atteinte d'une balle dans la tête, donc mercredi, alors que le Premier ministre israélien Naftali Bennett, lui, a affirmé, je cite, qu'elle avait probablement été tuée par des tirs de combattants palestiniens en marge d'affrontement dans le camp donc, de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Sachez que depuis le 22 mars, Israël a été la cible d'une série d'attaques ayant fait au moins 18 morts, selon les chiffres. Dans la foulée, 31 Palestiniens, incluant des assaillants, ont été aussi tués dans différents incidents. Depuis donc cette date, Nordin Aoussat, d'abord peut-être une réaction. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette femme de 51 ans, journaliste, tombée, mais aussi peut-être qui rend hommage à toutes les personnes tuées dans ce conflit? Alors, on a perdu Nordin Aoussat qui devrait revenir. Alors, Gamal Abina, bonsoir une nouvelle fois. Bonsoir. Oui. Merci d'être avec nous, Gamal Abina. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on revienne sur ces funérailles. C'est aujourd'hui, donc les images nous proviennent d'aujourd'hui. On va les voir ensemble et vous allez voir donc ici le cercueil est porté par la foule devant l'hôpital Saint-Joseph et des violences sont donc éclatées avec l'intervention des forces de l'ordre. Je vais vous lire ce qu'a dit notamment un fonctionnaire de police. Si vous n'arrêtez pas ces chants nationalistes, nous devrons vous disperser en utilisant la force et nous empêcherons les funérailles d'avoir lieu. Donc, a enjoint au moyen d'un mégaphone d'un policier israélien en direction de la foule, selon une vidéo diffusée par la police. Je vous propose de regarder d'abord ces quelques images et on se retrouve juste après. Alors sur ces images, ce sont ces images que nous avons malheureusement qui sont très très dures et qui datent de mercredi, il y a 48 heures, je vous le rappelle, mercredi matin, près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Donc 51 ans, c'est Shirin Abu Akleh qui a trouvé la mort, qui a reçu une balle dans la tête alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions en tant que journaliste pour couvrir cet événement. Cette journaliste, grande vedette, comme on dit dans le métier, mais très reconnue pour son talent, son professionnalisme, sa disponibilité et son engagement, qui a toujours traité l'information comme elle devait le faire. Voilà, ici sa dépouille, son cercueil porté devant les autorités palestiniennes. Ici, le chef de l'État palestinien qui lui a rendu hommage. Et puis, son cercueil donc, qui a été notamment transporté en direction de la chaîne Al Jazeera. Abdellah, en régie, très bien. Voilà les images d'aujourd'hui où l'armée est intervenue. On parle d'irruption, de dispersion, de répression
où, encore une fois, apparemment, le drapeau, les chants n'étaient pas donc accueillis comme il se doit par les forces de police israéliennes. Et il y a une troisième vidéo. Alors, on arrive quand même à distinguer le cercueil de Shirin Abu Akleh avec la police israélienne qui intervient violemment avec des matraques pour faire dispersion. Beaucoup d'internautes ont réagi en disant « Le cercueil n'est pas tombé, le drapeau palestinien n'est pas tombé ». Ces images sont en train de faire le tour du monde et suscitent énormément de débats, énormément de polémiques et des mots, bien évidemment, en ce jour de vendredi, en ce jour saint de prière. Alors, on a récupéré Nordine Aoussad qui nous consacre quelques minutes. Nordine Aoussad, je le disais tout à l'heure, une réaction sur cette disparition qui rend aussi hommage à toutes les victimes de ce conflit. Et puis aujourd'hui, je pense que vous avez suivi cette grande journée de funérailles en ce vendredi saint de prière où la police israélienne est intervenue pour disperser et on parle même de répression. Très mal. Je m'entends très très mal. Écoutez, nous on arrive à vous distinguer. On va essayer de. Alors Gamal Abina, on va vous écouter. Jean, voilà, avoir votre réaction un peu sur les questions que je viens d'évoquer, les images qu'on vient de voir, et aussi peut-être votre hommage à cette grande journaliste. On va déjà commencer par le début, paix à son âme. Elle a été assassinée lâchement comme toujours parce que les lâches n'ont pas besoin de démontrer leur lâcheté. Ils frappent une femme. Elle était journaliste, identifiable immédiatement, très connue, 24 ans au service d'Al Jazeera. C'était la voix de la Palestine à l'étranger. C'était une chrétienne. J'aime me rappeler que c'était une chrétienne, ce qui signifie que là, bizarrement, on n'entend pas les voix occidentales sur les chrétiens d'Orient. Apparemment, les chrétiens d'Orient, quand ils sont palestiniens, n'ont pas d'intérêt. Mais c'était une femme courageuse qui finit par être assassinée à 51 ans. On lui a pas tiré sur son gilet pare-balles, puisque les gilets de presse sont des gilets pare-balles. On a préféré viser la tête. Ça en dit long sur l'état d'esprit des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des témoignages sur les massacres qui sont perpétrés en permanence en Palestine, surtout avec la couverture médiatique ukrainienne. Ça permet de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai vu une chaîne concurrente à la vôtre, française, qui a annoncé qu'elle avait été assassinée, puis immédiatement après, qui expliquait que les sionistes israéliens ont dû agir parce qu'ils avaient subi une campagne d'attentats. Et là, on a un chiffre très précis. Il y a eu 18 morts de leur côté. Et du côté palestinien, il y aurait, on n'est plus dans un ton péremptoire, il y aurait finalement, c'est une sorte de groupe comme ça, tir groupé, une trentaine de morts. Donc, dans un cas, on n'est pas sûr du nombre de morts, de l'autre, on est très péremptoire, très, très précis. Et surtout, on essaie de donner le sentiment que finalement, si elle a été tuée, c'est de la faute des Palestiniens parce qu'il y a des attentats terroristes du point de vue, évidemment, de la partie israélienne. C'est ça le traitement d'information, évidemment. Et là, aujourd'hui, les images qu'on vient de voir sont édifiantes. Hein. Même le jour des obsèques d'une femme assassinée par un criminel de guerre, même ce jour-là, eh bien alors, soi-disant police, qui est une armée d'occupation, qu'ils aient un costume de policier ou un costume vert ou bleu, c'est la même chose, ça reste une armée d'occupation, ne supportant pas le fait que le Palestinien existe, qu'il ait toujours existé et qu'il existera toujours, finit par agresser dans un cortège funéraire des gens qui sont là pour rendre hommage à une victime d'un crime militaire. Donc effectivement, quand vous me posez la question, les choses sont très simples. Israël, quand il veut assassiner comme toute dictature, lorsqu'il veut assassiner des gens, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait Dieu pour les voir, il ne faut pas qu'il y ait de bouche pour parler. Voilà la problématique. Ce geste, vous employez des mots assez forts. Comment, selon vous, alors sans spéculer encore une fois, on fait appel aussi à vos remarques, à vos analyses, vos expériences. Aujourd'hui, les forces, les autorités palestiniennes accusent clairement Al Jazeera aussi, RSF aussi, certaines ONG sont claires en disant que cette balle provenait des forces d'armée israéliennes. Certains parlent même d'actes volontaires. Israël dément totalement. Comment vous qualifiez ce geste pour vous? Est-ce que ça a été un assassinat? Est-ce que c'est une balle perdue? Alors, je dis clairement, et je vais le répéter, la dictature israélienne. Pourquoi je dis dictature? C'est pas parce qu'il y a des élections. Les élections ne veulent rien dire si, comme en Algérie, il y a double collège. D'un côté, un peuple qu'on considère comme des sous-hommes, les Palestiniens, et de l'autre, un peuple qui aurait qui aurait voix à la parole, européen en général, d'ailleurs majoritairement, qui occupe le territoire et qui fait des élections entre eux. Ça s'appelle pas une démocratie, parce qu'une démocratie ne dénie pas à des citoyens, quels qu'ils soient d'ailleurs au demeurant, des droits élémentaires. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut considérer que ce crime est un crime?
parce que je n'imagine que très difficilement qu'un tireur d'élite qui tire dans la tête d'une journaliste dont il a parfaitement identifié qu'elle est journaliste puisqu'il est tireur d'élite, tire dans sa tête et après et que c'est son gouvernement et l'outrecuidance, et c'est quand même fort de café, mais enfin c'est pas une surprise chez eux, ils ont l'habitude de ça, de dire que c'est les Palestiniens qui l'auraient tué pour le plaisir. Alors il faut savoir que cette femme, avant d'être à Al Jazeera, était déjà dans un média jordanien qui s'appelait The Voice of Palestine. Donc c'est la voix des Palestiniens, c'est une radio. Et donc comment peut-on imaginer que les Palestiniens soient suffisamment stupides pour tuer une femme qui témoigne des crimes de guerre qu'ils subissent? Non. Il faut être très clair, dans un principe, c'est un principe de droit fondamental, on pose toujours la question de savoir à qui profite le crime. Est-ce que le crime profite aux Palestiniens qui perdent une voix qui représentait depuis 25 ans leur cause, ou est-ce que le crime profite à l'Israélien qui a besoin de faire éteindre la voix et qui, je le rappelle tout de même l'année dernière, a tout de même bombardé les bureaux à Gaza d'Al Jazeera. Donc, clairement, Israël aimait bien CNN parce que CNN leur était favorable, a plus de mal avec un média international arabe comme Al Jazeera, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont assassiné. Je suis péremptoire, ça s'appelle un assassinat. Maintenant, les propos tenus par ces hurluberlus me font rire. Ce sont des criminels. Il y aura une enquête qui va être conduite. Elle conclura effectivement au crime. Involontaire, évidemment, ils ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. Et finalement, mais j'anticipe parce qu'on a l'affaire Khashoggi qui est exemplaire en ce sens. Khashoggi se fait assassiner dans l'ambassade d'Arabie en Turquie. Tout est filmé, documenté, tout est clair. Si les enregistrements sortent, on a même les enregistrements d'MBS. Et pour autant, MBS est toujours au pouvoir, il n'est pas boycotté. C'est-à-dire que le pouvoir de l'argent ou le pouvoir de l'influence par rapport à la région, puisqu'Israël est une zone d'influence pour les États-Unis, la France et l'Angleterre, eh bien ce pouvoir-là, il a plus d'importance qu'une simple journaliste ou que Khashoggi qui était aussi journaliste de ce point de vue. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'on devrait normalement avoir mon ami collègue Mohamed Eramash, qui lui aussi est journaliste à Al Jazeera, qui est en live du côté de la chaîne et qui devrait donc se libérer. Hein. Il est en direct à l'heure actuelle, vu l'actualité de cette journée en ce vendredi, qui devrait venir nous rejoindre. Vous parliez d'enquête. Vous pensez que, alors certaines autorités, la France, je crois, a demandé une enquête, l'Union européenne aussi, les ONG. Vous pensez que cette enquête aura lieu comme elle se doit, en toute transparence, et qu'elle aboutira à des conclusions véridiques et réelles? Absolument, il y aura une enquête qui va être mise en place. Bon, le droit est lent, c'est pas du tout l'émotion qui va l'emporter. Ça prendra du temps, comme l'affaire Khashoggi. L'enquête conclura effectivement aux responsabilités évidentes de ceux qui ont donné les ordres et ceux qui ont appuyé sur la gâchette. Et ils diront que c'est pas bien, mais il n'y aura pas de conséquences comme Khashoggi. Et d'ailleurs, je vais saluer pour cela Mohamed Eramash, qui est un bon ami effectivement et pour lequel j'apprécie le travail, comme je salue Nordine Aoussat. Mais simplement pour vous dire que les enquêtes, c'est bien beau, mais c'est pas contraignant. C'est pas parce qu'on arrive à des conclusions qui disent c'est eux les criminels qu'il y aura pour autant des poursuites. Il n'y aura pas de poursuites parce que de toute façon l'État qui gère là-bas la Palestine, l'État qui occupe le territoire palestinien est un État qui est adoubé par l'Occident, donc il n'a absolument rien à craindre. Ils peuvent faire autant d'enquêtes qu'ils veulent, ils peuvent dire autant de crimes qu'ils veulent, ça ne change rien. J'en veux pour preuve un cas de figure très édifiant. L'affaire de Sabra et Shatila, où l'État israélien est largement impliqué. On sait qu'ils étaient complices des phalangistes chrétiens. Est-ce qu'il y a eu pour autant, à part une démission d'un homme qui finira par revenir au pouvoir, je parle de Sharon, est-ce qu'il y a eu pour autant, une fois que la vague d'émotion est passée, des condamnations, des emprisonnements et des gens qui ont été inquiétés? Non, personne. Une démission et on n'en parle plus. Voilà ce qui se passe en réalité. Amina, en ce vendredi, vous l'avez vu bien évidemment, c'est l'actualité c'est la suite de cette actualité qui n'est pas près de s'arrêter, de cette femme avant tout, qui a perdu la vie mercredi matin. Aujourd'hui, ce sont ses funérailles, ses obsèques. Je voudrais qu'on revoie ces images de ces forces de police israéliennes. Je vais proposer à Abdellah de nous les diffuser ensemble et nous allons les garder. Voilà, donc le cercueil sort de l'hôpital, il est porté, Gamala Abina. On voit ici, on aperçoit, alors sachez que les images sur le net sont beaucoup plus visibles, puisque c'est vrai qu'en télé, lorsqu'on les agrandit, elles perdent énormément de qualité. On voit ici, on aperçoit les forces de police dispersées, pour certains d'une violence assez conséquente. C'est le jour des obsèques, en ce vendredi, du côté de la Cisjordanie. Gamal Abina, comment vous expliquez ce comportement? Est-ce que
en temps normal, on peut se poser la question, est-ce que du côté des Palestiniens, il n'y a pas eu de violence? En tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais aujourd'hui, ils sortent, ils sont des milliers à rendre hommage à cette femme, à cette sœur, à leur amie, membre de la famille. Et on a là l'irruption, l'intervention, plusieurs mots, répression, plusieurs mots sont employés, de plusieurs presses, de plusieurs responsables aujourd'hui, militants. Je vais reprendre les termes d'un criminel de guerre très connu aux États-Unis qui s'appelait Général Custer. Lorsqu'il allait assassiner les Indiens, et qu'il a fait son massacre très connu aussi, lorsqu'il va assassiner ce peuple indien qui est déjà sans défense, puisqu'ils n'avaient pas les mêmes armes, évidemment, les Indiens étaient très désarmés, il a dit, en tuant les enfants et devant des gens qui étaient quand même assez inquiets de voir ce massacre, il a dit, nous tuons les enfants parce que les louveteaux deviennent des loups. Voilà ce qu'il disait. C'est-à-dire que son objectif, c'est l'extermination. Bon, évidemment, là, on n'est pas dans le cadre de l'extermination, mais le mépris affiché, permanent de la part, alors je fais une distinction toujours, je le dis, répète tout le temps, entre les peuples qui sont manipulés, je parle même du peuple israélien qui est manipulé par son État, et les dirigeants qui méprisent les populations et qui ont une démarche extrêmement raciste et racialiste. Lorsqu'ils ne respectent même pas le fait qu'on enterre une femme qu'ils ont assassinée, pour laquelle d'ailleurs, je rappelle une information qui est tombée aujourd'hui, ils ont eu l'outrecuidance de demander de participer à l'enquête. Vous imaginez bien que le criminel demande, pour pouvoir se disculper, la balle qui a tué cette pauvre femme. Eh bien, lorsque ces gens font ça, il y a un mépris évident parce qu'il y a un rapport de force dit proportionné. À partir du moment où ils sont les plus forts sur le terrain, eh bien, ils méprisent leur adversaire. On a vu qu'en 2006, au Sud-Liban, ils ne méprisaient pas le Hezbollah parce que le rapport de force était rééquilibré. Et c'était la panique à bord. Et le problème des rapports de force, c'est que lorsque vous êtes dans un rapport de faiblesse extrême, un enfant de 5 ans qui va faire un bras de fer avec un bodybuilder n'a aucune chance de l'emporter. En Palestine, malheureusement, c'est la même chose. Il y a une armée surarmée qui est soutenue par 3 États les plus puissants de la planète, France, États-Unis, Angleterre, et qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, parce qu'ils ne respectent pas les victimes qu'ils vont assassiner. Alors évidemment, ils ne peuvent pas en tuer trop. Il faut faire attention. Ils en ont tué 100 000 depuis 1948. Mais tout de même, quand ça commence à se voir, il s'énerve. Et le problème du criminel, lorsqu'il est pris la main dans le sac, c'est qu'il a des réactions violentes. Là, aujourd'hui, ce qui a énervé ces policiers, qui auraient dû se faire discrets, qui auraient dû même laisser le cortège partir tranquillement, puisqu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait de violence, ils se sont mis de façon massive en présence pour essayer de détourner l'attention. C'est un échec patent, ça a démontré qu'ils n'ont aucun respect, même pour la mort en l'occurrence, même pour un cortège, et que finalement le monde est témoin de ce mépris de classe et de ce mépris racial affiché par ces Européens. Gamal Abina, si on sort un peu de l'émotion, c'est aussi un conflit que vous suivez, que vous connaissez en grande partie. Question peut-être de base, est-ce que cette période difficile, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si effectivement on parle énormément d'actualité et sur certains conflits comme l'Ukraine, les attaques de la Russie contre l'Ukraine, mais il faut savoir que les tensions sont toujours présentes sur ce conflit israélo-palestinien, même si voilà, l'actualité parfois est dominée par d'autres actualités et on en parle peu. Est-ce que cette disparition, c'est la question que je posais tout à l'heure à Klim Elouli, est-ce qu'elle pourrait permettre un nouvel élan peut-être de solidarité, aussi d'engouement, de volonté des autorités internationales de pouvoir essayer de faire en sorte que demain, les deux peuples puissent vivre tranquillement, librement, dans la paix, la sérénité et la liberté? Alors, je vais introduire mon propos par un préambule. Que ce soit l'Ukraine, le peuple palestinien, yéménite, et même le peuple israélien, même s'il n'a pas une légitimité absolue sur le territoire, mais maintenant il est là depuis très longtemps, les peuples ne méritent pas la guerre. C'est-à-dire que je considère que, et malheureusement ces peuples-là souvent sont manipulés, ils ne méritent pas d'être mis en danger par des dirigeants qui ont un agenda différent des peuples. C'est-à-dire que quels que soient ces peuples, on devrait aller vers un terrain de paix, mais malheureusement les dirigeants arrogants qui tiennent l'État israélien s'imaginent qu'ils seront éternels et que leur État est éternel. Ce qui est malheureux. Au lieu de commencer à discuter, négocier, comme les Arabes l'ont proposé, une paix de partage de territoire contre la paix. Tout ça, ils baillent d'un revers de main parce qu'ils ont une arrogance naturelle qui s'est développée avec le temps, depuis qu'ils pensent avoir une armée surpuissante. C'est le mythe de l'invincibilité. Eh bien, quand vous me posez la question de savoir est-ce que ça va changer quelque chose, je réponds non. Non, parce que l'émotion ne fait rien. Je veux dire, Sabra et Shatila, ça n'a rien changé. Ça n'a pas empêché Israël de rester au Liban jusqu'en 2000. Et ça s'est fait, les massacres étaient de 82. La question réelle qui change les rapports de force, c'est des rapports, malheureusement, et je le déplore, de guerre. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, l'Égypte qui fait la guerre à Israël en 73 et qui a balayé les forces aériennes israéliennes et terrestres, eh bien, à ce moment-là, il y a une négociation et 5 ans plus tard, Israël restitue le Sinaï. Lorsque le Hezbollah chasse Israël par la force en 2000 puis en 2006, Israël ne revient plus au Liban.
Et la question qui se pose, c'est comment faire pour que les dirigeants israéliens, qui sont très arrogants et bêtes d'ailleurs pour le coup, se comportent dignement vis-à-vis de leur propre peuple. Comment peut-on accepter de mettre en danger une population qui est en plein milieu de populations musulmanes, chrétiennes et juives d'ailleurs arabes et qui ne sont pas d'accord avec eux? Eh bien ça, c'est des gens qui manquent de clairvoyance, qui manquent de réalisme et qui devraient réfléchir. Mais ce crime supplémentaire, un de plus, un de trop évidemment, ne fera aucune différence parce que malheureusement, les rapports de force dans la région ne permettent pas d'imaginer que les Palestiniens seront soutenus. Pire encore, on se souvient de la paix qui avait été signée entre Sharon, et pas Sharon, excusez-moi, entre Rabin et Arafat. Les deux hommes, je le rappelle quand même, hein, ces deux hommes ont été tués et assassinés. L'un par un radical israélien ultra-orthodoxe, donc un extrémiste en somme. L'autre a été assassiné par l'équipe de Sharon qui ne voulait pas entendre parler de paix. Ces deux hommes étaient prix Nobel de la paix. Autant vous dire que quand on assassine deux prix Nobel pour la même cause, le chemin sera très long entre la paix et l'arrivée à la paix. Alors, à vous comprendre, peut-être qu'il y a un lobbying derrière. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui génère le fait que, je vais un peu direct, un peu brutal, hein, en vous suivant, en essayant de suivre un peu votre propos, qu'il n'y ait pas une volonté de voir ces deux États en paix. Alors, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais d'après ce que vous dites, à vous comprendre, qu'il n'y ait pas une volonté réelle que demain, les puissances internationales, le monde dans lequel on vit, pour des enjeux que peut-être vous pouvez détailler, étayer, nous expliquer, ne souhaite pas pour certains voir la paix dans cette zone. Alors, je lis dans votre question une question très simple et sous-jacente qui est très claire et à laquelle je vais répondre de façon radicale. Vous me parlez de lobbying. Alors, effectivement, on a le CRIF en France, on a l'EPAC aux États-Unis. On n'a pas de lobbying sioniste en Angleterre, ou très peu. Les lobbying ne sont pas ceux qui décident. C'est-à-dire que là, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde, ce que je vais dire. Le mythe de l'Israélien surpuissant qui va influencer la politique américaine, qu'on entend beaucoup. Comment? Si lobbying il y aurait peut-être eu aussi il pourrait y avoir des pressions, puis des enjeux aussi, des enjeux politiques. Là, les enjeux, je suis d'accord. Je vous rejoins sur les enjeux. Le lobbying israélien ne vaut rien depuis quelques années parce que les États-Unis ont leur propre agenda. Mais est-ce qu'il existe réellement, puisqu'on en parle, enfin beaucoup en parlent? Non, il existe, mais il n'est pas puissant. Il a une certaine influence quand le dirigeant qui décide veut bien écouter. Je donne un exemple très concret qui va démontrer à quel point le lobbying israélien aux États-Unis ne vaut pas grand-chose. L'AIPAC, qui fait de superbes rencontres annuelles avec tous les décideurs américains, demande, comme d'ailleurs les Israéliens, lorsqu'ils vont là-bas et qu'ils reçoivent toujours des standing ovations au Parlement, ils demandent depuis bientôt 30 ans une seule chose, que les Américains leur refusent catégoriquement. Ils demandent le bombardement de l'Iran depuis la fin de la guerre en 88. Ils disent depuis 30 ans que l'Iran est au seuil de la bombe atomique. Depuis 30 ans, ils poussent l'Amérique à faire la guerre, elle refuse catégoriquement. La conclusion est simple. Un lobbyiste, quelqu'un qui est là pour lobbying, ça vient du mot anglais, ce qui veut dire hall, d'accord? Quand on va faire le hall lobby, ça veut dire le hall. Donc quand on est dans les halls et qu'on va chuchoter à la personne qui décide, on veut l'influencer, mais on n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, in fine, c'est celui qui décide. Et donc en substance, l'agenda international occidental, appelons ces trois pays l'Occident, France, Angleterre, États-Unis. La France étant, et avec l'Angleterre, ceux qui ont quasiment créé Israël avec les accords Sykes-Picot, États-Unis depuis 1945 qui garantissent la sécurité d'Israël, ces pays ont un intérêt qui est un intérêt qui leur est propre. Ils se fichent complètement de la sécurité des citoyens israéliens qui vivent là-bas, ça ne les intéresse pas. Ils se fichent complètement du fait qu'il y ait la paix là-bas, puisque ça rapporte des sommes faramineuses en armement. On n'a jamais vendu autant d'armes en 10 ans dans cette région que quasiment dans tout le reste du monde. Donc l'intérêt de ces gens-là, c'est de créer de façon permanente des zones de tension, des zones de guerre, des zones qui permettent de faire de l'argent. Et j'en veux pour preuve un autre exemple très concret. Les 8 ans de guerre Iran-Irak étaient largement alimentés, et là il n'y avait pas d'amis, hein, par les États-Unis, par la France, l'Angleterre, dans un cas comme dans l'autre. On se rappelle des Iran Gates avec l'affaire des armes qui transitaient par Israël. C'est une façon de vendre beaucoup d'armes et de garantir que le commerce de l'armement occidental se porte très bien, puisque c'est un des principaux leviers de croissance de l'Occident. Mmh. On va sur ces quelques images rendre hommage à Shirin Abu Akleh. Je vous rappelle, 51 ans, elle a perdu la vie, elle a reçu une balle dans la tête, alors que, on le rappellera jamais assez, nous les journalistes, elle était donc en pleine fonction. Elle avait une tenue sur elle, avec sa tenue qu'on utilise énormément en tant que journaliste dans le cadre de couverture de guerre, de zone de conflit. Avec son casque et puis sa tenue où il y a écrit presse. Voilà, on l'aperçoit ici, donc
porté par un Palestinien qui a tenté tant bien que mal de la secourir, mais malheureusement, en vain, c'était terminé. Gamal Abina, la position nous sommes en France, la position de la France. Je recevais il y a 48 heures Elsa Lefort Amouri, qui est une jeune femme, qui est la femme du jeune avocat franco-palestinien Salah Amouri, qui est une nouvelle Journaliste, il est journaliste. Salah Amouri? Il me semble qu'il est journaliste, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Alors, écoutez, bon, en tout cas, voilà, 36 ans. Dans tous les cas, c'est quelqu'un d'important. Voilà, franco-palestinien. Une nouvelle fois, il est incarcéré. Le verdict devrait tomber le 6 juin, si je ne me trompe pas. Il est en prison une nouvelle fois depuis le mi-mars. Malheureusement, j'ai perdu la date exacte, mais on disait, ce que nous expliquait son épouse Elsa Lefort Amouri, qu'il y a parfois, pareil, deux poids, deux mesures. On a vu certains chefs d'État français se mobiliser pour libérer des détenus à l'étranger qui devaient être libérés, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, pour les autres journalistes. Mais elle exprimait tout de même qu'il y a des petites choses venant de Jean-Yves Le Drian, d'Emmanuel Macron, mais à tâtons. C'est pas toujours ça. On a l'impression que c'est sensible, qu'ils n'osent pas. En tout cas, c'est ce qu'elle nous expliquait. C'est peut-être un exemple qui pourrait nous permettre d'avoir un peu votre point de vue sur un conflit comme celui-là, les relations de la France avec la Palestine, avec l'État israélien. Elles sont très simples, hein. Quand on voit De Gaulle, par exemple, s'autoriser à avoir des propos très durs vis-à-vis d'Israël, parce que De Gaulle était du côté des résistants, des gens qui n'ont pas composé avec les nazis, qui ne l'a pas vendu, les 270 000 juifs, comme l'ont fait certaines autorités françaises de l'époque de Vichy, eh bien, De Gaulle peut parler en toute liberté. Après, il y a effectivement un rapport assez malsain vis-à-vis de cette confusion des genres entre le sioniste et le juif qui fait que les Français n'osent pas parler d'Israël parce qu'ils ont peur d'être taxés antisémites. C'est ridicule, parce que c'est deux concepts différents, mais bon. Et c'est vrai que leur passé ne plaide pas en leur faveur. On voit bien qu'il y a plus de liberté en Angleterre, en Irlande ou même aux États-Unis sur la critique d'Israël que la France. Alors, le rapport qui est malsain, c'est un rapport qui est lié au passé. La France a effectivement je parle de l'État français bien sûr, a eu un comportement délétère vis-à-vis de sa propre population qu'elle a, contrairement à ce que disait Moore d'ailleurs, qu'elle a vendu aux Allemands. Elle a tellement été mauvaise qu'elle donnait les enfants alors que les Allemands ne leur demandaient même pas les enfants. C'est vous dire un peu le niveau de bassesse qui a pu être cette époque assez sombre. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Français semblent toujours finalement soutenir, même de façon directe, Israël, et que sur l'affaire, puisque vous parlez de Salah Hamouri, mais il y a aussi une affaire qui précédait, Gilad Shalit, c'était un soldat franco-israélien qui avait été détenu par les Palestiniens et pour lesquels la France s'était fortement mobilisée. Et finalement, il a été libéré. Et tant mieux d'ailleurs au demeurant, parce que les prisonniers, c'est jamais un plaisir. Mais le traitement de Salah Hamouri n'est pas le même. Et c'est pas la première fois qu'on le met en prison. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois. Ça ne s'arrête jamais pour des motifs divers et variés parce qu'il pose problème. Eh bien, la problématique qu'il y a, c'est que les Français ne veulent pas froisser leur allié, puisque c'est un allié dans la région, israélien. Parce que n'oublions pas qu'il y a des intérêts importants de la France aussi dans cette région et dans Israël. On voit Alstom qui investit là-bas, on voit AXA, il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont très, très présents là-bas et qui se disent à tout prendre, autant garder un partenaire solide dans la région qui reste malgré tout la possibilité d'avoir une présence permanente. À l'époque, la présence permanente des Français, c'était plutôt l'Iran, mais dès qu'ils ont perdu le Shah d'Iran, il leur fallait plutôt Israël. Donc c'est un peu ça. C'est des rapports financiers avant toute chose, idéologiques quelquefois, mais surtout financiers. L'intérêt des Français qui sont les hydrocarbures et évidemment des questions militaires, je vous expliquais que l'alimentation en armement dans la région est considérable, ces intérêts sont convergents et font qu'ils passent un peu par pertes et profits les principes d'humanité, les principes de droits de l'homme, les principes surtout de droits de la presse en l'occurrence. Ça les intéresse moins, ils préfèrent garantir leurs avoirs financiers finalement. Le fait que alors encore une fois, on ne sait pas exactement, on n'a pas l'enquête est loin d'être terminée. Des deux côtés, les choses sont claires. L'armée, les autorités israéliennes sont claires en disant, pour l'instant, ce n'est pas notre faute, ça ne vient pas de notre armée, encore moins volontaire. Et puis, je le disais, nos confrères d'Al Jazeera et puis la Palestine qui accusent clairement donc les autorités israéliennes. Mais malheureusement, et encore une fois, paix à son âme, Shirin Abu Akleh a perdu la vie, a été tué clairement par une balle. Qu'est-ce qui pourrait faire peur aussi dans cette zone? Si on devait on se posait cette question, c'est quoi? C'est
C'est de continuer à garder le silence? Est-ce que les journalistes ne travaillent plus dans ces zones-là? Ça pourrait être peut-être une des raisons, si on pouvait penser que ce geste serait volontaire. Alors, bon, le geste, c'est quasiment une certitude, c'est volontaire, parce qu'ils ont accusé les Palestiniens hier, ce qui est assez ridicule, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, ils disent, on veut une enquête, on veut vérifier ce qui s'est passé. Donc déjà, ils sont beaucoup moins péremptoires, hein. Ils commencent à se rendre compte du ridicule de l'accusation. Et la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, parce que c'était la voix des Palestiniens à l'étranger, chrétienne en plus, femme en plus, donc c'est vous dire le niveau de lâcheté. Est-ce que oui ou non, les Israéliens veulent des journalistes sur place? Ben non. Ils ont tué depuis la seconde intifada 55. Et depuis le début du conflit 48, 79 journalistes. Il y a une accélération du meurtre des journalistes en Palestine, et ce qui prouve qu'effectivement, ils ont un problème avec Al Jazeera en particulier. Simplement, c'est qu'ils ont bombardé à Gaza les bureaux de Al Jazeera. J'imagine que la Il y bombe a un an, hein, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Absolument, c'était l'année dernière, Un an quasiment jour jour pour pour jour, hein, c'était le 11 mai. Absolument, exactement. Donc, je veux bien que le calendrier soit un hasard. Je veux bien qu'il ne l'ait pas fait exprès. Je veux bien que Yasser Arafat, qui finit par mourir empoisonné, soit envoyé en France pour que ce ne soit pas trop visible. Mais là, quand même, de vouloir faire croire aux gens, et les prendre des gens pour les imbéciles, que les Palestiniens vont tuer eux-mêmes leurs meilleures représentantes, mais là, c'est tellement énorme, tellement ridicule, qu'on va se poser la question. À ce moment-là, on peut aller sur le complotisme, puisque c'est du complotisme. Quand on dit le Palestinien a tué leur meilleur journaliste, c'est comme si un Français tuait Pujadas et qu'on ne devait rien dire. Ben non, il faut être un peu sérieux là, en l'occurrence. Et donc, c'est effectivement l'équivalent de Pujadas qui a été assassiné là-bas. Et c'est effectivement la presse qu'on a assassinée. C'est effectivement une femme qu'on a assassinée. C'est effectivement une chrétienne qu'on a assassinée. Et c'était effectivement pour qu'elle ne couvre pas les événements. Malheureusement, le type qui lui a tiré dessus, qui n'a pas beaucoup d'intelligence, a non seulement pas réduit la focale sur la question de Jenin, il a peut-être sauvé Jenin quelque part, parce qu'il avait déjà massacré une fois. Mais surtout, il a ramené l'intérêt du monde sur cette région, parce qu'on était focalisé sur l'Ukraine. Donc c'est vrai que ces questions-là se posent avec acuité, et que le pays qui se vante d'être la première démocratie du Moyen-Orient, sans les Palestiniens, bien sûr, les démocrates, mais pas avec tout le monde, ce pays a beaucoup de mal à essayer de justifier de ce genre de crime. Il commence par le déni, après il demande une enquête, et puis après on étouffe l'affaire au bout de 6 mois. Mais alors, cette disparition sans nom aurait pu permettre aujourd'hui peut-être d'avoir des forces de police plus apaisées, plus tranquilles, en retrait, même si la présence toujours de sécuriser les lieux peut comprendre qu'elle est nécessaire. Pourquoi est-ce que les autorités israéliennes ne choisissent pas, après ce moment difficile, vous l'évoquiez tout à l'heure quelque part, mais essayons peut-être d'approfondir la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État israélien ne pourrait peut-être pas essayer d'apaiser un peu les choses et ne pas créer d'autres tensions? Première question. Et puis deuxième question, est-ce qu'après l'émotion, après ce qui vient de se passer, et encore une fois, je le rappelle, hein, il y a des morts, notamment dans les deux peuples, hein, régulièrement, malheureusement, même si parfois il y a une actualité qui permet de faire ressurgir le conflit en lui-même, ces zones de guerre. Mais est-ce que par la suite aussi, deuxième question, est-ce que par la suite, on ne pourrait pas peut-être craindre à un moment donné un réveil où les conflits seraient beaucoup plus présents et beaucoup plus importants, avec peut-être une nouvelle rage, une nouvelle, peut-être pas de haine, et encore, mais une nouvelle rage de ne pas accepter ce geste et ce que vivent les Palestiniens? L'insécurité chronique que le peuple palestinien subit, parce qu'on parle d'insécurité des Palestiniens et pas de l'autre côté. De l'autre côté, c'est des réactions de désespoir. Mais côté palestinien, c'est des bombes qui tombent du ciel. C'est une armée suréquipée, c'est des services de renseignement extrêmement efficaces, le Mossad. Donc cette insécurité conduit à ce qu'effectivement, pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait un mot anglais qui dit no justice, no peace. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et là, en l'occurrence, ils vivent l'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? On doit se dire, pourquoi est-ce que l'autorité palestinienne, puisqu'on parlait d'autorité palestinienne, ne pouvait pas elle-même encadrer cette cérémonie? C'est une cérémonie quand même c'est un enterrement, on n'est pas en train de faire la fête là. Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Parce que Israël ne considère pas l'autorité palestinienne. Ils ont signé des accords qu'ils ne respectent pas, donc forcément, ils ne les considèrent pas. Ensuite, la provocation est israélienne, c'est évident. La police qui débarque dans un convoi comme ça, évidemment qu'il y aurait eu des réactions violentes, puisqu'on les provoque. Mais surtout, et c'est important de le rappeler, est-ce qu'on pourrait obtenir, parce que vous faites en substance référence à la paix possible, est-ce qu'on pourrait obtenir la paix? Eh bien, la paix ne sera possible que le jour où les dirigeants israéliens comprendront, réfléchiront qu'il faut arrêter ce mépris, ce racisme, cette façon de mépriser les Palestiniens. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que tous les dirigeants israéliens, tous les premiers ministres, sans exception, depuis le premier jour
jusqu'à aujourd'hui, sont d'origine européenne. Ils viennent d'Europe orientale, souvent lituaniens, russes, slovènes. C'est beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la région, qui ont orientalisé leur nom pour faire croire qu'ils étaient de la région. Les Ben Gurion et autres, ce n'est pas leur vrai nom. Et donc, ces gens-là ont un rapport assez délétère, assez particulier à l'Orient. Ils ne respectent même pas leurs propres juifs orientaux, c'est vous dire. Et donc, c'est vrai que ce rapport un peu malsain fait que, parce qu'on méprise quelqu'un, on ne lui propose pas la paix, puisqu'on ne le considère pas comme un être humain. Et c'est ça la problématique qui se pose. Et malheureusement, soit ils ouvrent les yeux un jour et font de cette région un paradis, parce que c'est un paradis sur Terre, c'est une des plus belles régions au monde, soit ils continuent les tensions inutiles et ce sera un enfer permanent. C'est le cas depuis quasiment 75 ans. Mmh. Gamal Abina, avant de vous libérer, vous êtes plutôt optimiste pour les années à venir. Là, les cartes sont là. On consacrera tout un numéro spécial pour revenir un peu sur la genèse, sur l'histoire de ce conflit. Et puis on constate tout de même que de décennie en décennie, d'intifada en intifada, que tout de même la carte géographique, puisqu'elle est là, elle est présente, que les zones, l'État de Palestine s'efface, disparaît petit à petit. Comment vous voyez les années ou les décennies à venir pour cet État? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'État palestinien, il y a des Bantoustans, il y a des petites structures qui sont plus sous contrôle, à part Gaza, qui est paradoxalement qui est le plus grand camp de concentration. Je parle Alors de je dis concentration. État parce que les Palestiniens revendiquent et parlent de Oui, bien leur sûr. État. Oui, mais on parle de la carte actuelle, hein, c'est bien Oui. ça dont on parle, c'est des Bantoustans. La seule zone de concentration palestinienne libérée, qui a été libérée par un retrait israélien, c'est Gaza. C'est la seule zone. Alors évidemment, c'est une horreur parce qu'il y a presque 2 millions de personnes concentrées dans une bande côtière de 45 kilomètres de long par 22 de large, vous imaginez un peu la densité, mais c'est la seule zone où les Palestiniens ne voient plus d'Israéliens. Le reste, c'est contrôlé par Israël. Et ils mettent tout un tas de colonies d'implantation, des constructions un petit peu anarchiques, ils expulsent des populations, ils récupèrent des territoires, ils font des regroupements de terres. Bref, c'est assez particulier. Ils sont en train de faire des ponts un peu partout pour augmenter cette atomisation de ce qui reste de l'État palestinien. Donc, l'État palestinien aujourd'hui n'existe plus. Il n'existe plus depuis quasiment l'occupation, depuis 48. Et malheureusement, pour obtenir un retour de l'État palestinien, il faudrait une pression. C'est arrivé en 93 avec James Baker, qui avait dit aux États-Unis, aux Israéliens, il avait dit à l'époque à Shamir, si vous n'allez pas serrer la main de Yasser Arafat, si vous ne faites pas la paix avec Yasser Arafat, je vous coupe les budgets militaires et je vous coupe les aides directes américaines. Eh bien, Shamir s'est ravisé. Il a baissé la tête et il a fini par s'obliger à négocier avant de démissionner, eh bien, enfin de quitter le pouvoir. Eh bien là, c'est pareil. Si on veut que les Palestiniens aient un État, il faut que ceux qui décident réellement, donc pas Israël, Israël ne décide pas, Israël fait l'intéressant, ceux qui décident, c'est les États-Unis, la France et l'Angleterre, que ces trois États se mettent dans la balance et disent c'est bon, on arrête, on arrête ce gâchis, on siffle à la fin de la récréation, maintenant on négocie directement avec ceux qui sont en face, les Palestiniens, l'autorité palestinienne et Gaza, c'est tout. Et on reviendra sur le principe de Gaza et Jéricho d'abord, qui était, je le rappelle, en 93, la première étape pour qu'au bout de 5 ans, il y ait un État palestinien. Ça n'a pas été respecté, évidemment. Aujourd'hui, on peut espérer, peut-être, je ne crois pas à ça, franchement, je n'y crois pas une seconde, mais que peut-être qu'à la faveur de ce crime, il y ait peut-être enfin un réveil du monde. J'y crois pas parce que la guerre d'Ukraine est très confortable et permet de couvrir. Il suffit qu'il y ait un événement en Ukraine pour qu'on oublie ce qui s'est passé en Palestine. Donc pour vous, ce moment difficile passera comme les autres. Il n'y aura pas spécialement de remous, peut-être d'un éveil de conscience, de se préoccuper, parce qu'on sait très bien que peut-être que les médias ou certains anciens connaissent un peu ce conflit, ce qui s'y passe, etc. Mais notamment sur ces nouvelles générations. Bon, on sait, pour certains, on sait très bien qu'entre Israël et Palestine, c'est pas ça du tout, mais parce que peut-être que vous pensez que là, dans les jours qui viennent, il va y avoir un nouvel élan de solidarité et que certains se battront pour une nouvelle paix tout de suite, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, de travailler dans ce sens. Je n'y crois pas une seconde. Mais pas une seconde. Je ne crois pas à cela parce qu'actuellement, avec les accords d'Abraham, il y a 4 ou 5 États arabes qui ont rallié la paix avec Israël. Donc ça commence déjà par fissurer ce qui était le front de la résistance. Et puis surtout parce que de toute façon, ça dérange personne de tuer un Palestinien. Il faut être très honnête. Hein. Ça ne dérange personne. On a tué 3 millions d'Irakiens. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? La problématique qui se pose, c'est de savoir est-ce que oui ou non, les Palestiniens peuvent se défendre. Aujourd'hui, non, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne crois pas une seconde qu'un mouvement comme ça d'émotion puisse changer la donne. Israël se croit très forte, effectivement. L'Occident lui garantit cette puissance, donc il n'y a aucune chance qu'il y ait de changement et d'inflexion dans le parle.
Allez, je vous garde 1 minute. C'est important ce que vous dites. Quand vous dites ça ne dérange personne. Alors bon, je peux comprendre aussi votre engagement et aussi votre moment de passion. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux ces derniers temps, on entend beaucoup. OK, il faut parler d'Ukraine. Ça, il faut en Ouais. parler. Un homme reste un homme, un enfant est un enfant, une femme est une femme. Bien sûr. Ça va de soi. Mais c'est vrai que ce qui est assez décrié, polémiqué, où les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi on évoque très peu certains conflits. Et quand on vous dit ça dérange personne qu'on tue un Palestinien par exemple, ben, je vous dis tout simplement, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que… Eh ben là, c'est une très bonne question et j'ai envie de vous dire, mais pourquoi, depuis 2700 jours maintenant, la plus grande puissance économique, pétrolière et rentière au monde, l'Arabie, je dis bien l'Arabie, pas l'Arabie Saoudite, je ne reconnais pas le pouvoir saoud là-bas, l'Arabie bombarde le Yémen, pays le plus pauvre de la Terre. Pourquoi? Parce que ça rend service à ceux qui vendent des armes et que de toute façon, ce ne sont pas, aux yeux de certains décideurs, des êtres humains. Vous remarquerez qu'on n'entend jamais de larmes pour un arabe qui meurt, sauf, la seule fois où on l'a vu, c'est quand on a vu cet enfant irakien qui avait la tête tournée, donc on ne voyait pas sa tête, avec une tenue à l'occidentale. Là, il y a une réaction. Là, l'identification était possible. Mais dès l'instant où vous parlez d'un arabe, il y a un vrai problème au rapport de l'arabe et du musulman et du maghrébin. Il y a toujours un rapport un peu délétère. Donc c'est vrai que la déshumanisation, c'est de ça dont il s'agit. L'idée de se dire que ces gens ne sont pas normaux, que ce sont des animaux, que ce sont des halogènes dont on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent, eh bien ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, un terme qui est utilisé régulièrement au Moyen-Orient, on dit toujours en parlant du Moyen-Orient, dont les problématiques sont très simples, hein, c'est pas compliqué, c'est les Européens qui occupent une terre qui n'est pas la leur. On dit toujours la même chose, on dit l'Orient compliqué, l'Orient ténébreux. Ils nous font des mille et une nuits sur des problématiques de néocolonialisme et de colonialisme qui sont évidentes. L'Orient est riche de pétrole et de gaz, il nous faut une base permanente, c'est tout ce que c'est. Donc évidemment, quand on veut complexifier, on fait croire que finalement les gens en face, c'est des criminels qui ont un couteau entre les dents, le corps à droite, enfin, ce genre de caricature qu'on voit tout le temps. Mais en substance, ce sont des gens qui malheureusement, et je parle des Palestiniens pour ne parler que d'eux, ont vécu toute leur vie en prison et en guerre, toute leur vie dans l'insécurité. Rendez-vous compte, quand on est palestinien à Gaza, vous sortez de chez vous, vous n'êtes même pas sûr de revenir vivant chez vous, parce que vous pourriez vous faire bombarder ou prendre une balle comme ça perdue ou une balle volontaire. Donc ça fait vraiment, ça crée des psychologies quand même difficiles. Donc c'est vrai qu'on ne les considère pas comme des êtres humains. Et quand je dis on, je précise bien ce qu'on appelle donc la communauté internationale qui se réduit à 3 États, France, Angleterre, États-Unis. Pour le reste de l'Europe, c'est beaucoup plus mitigé. Ils ont plus tendance à être pro-palestiniens. Mais c'est vrai que pour ce qui concerne les dirigeants français, anglais et états-uniens, ils s'en fichent complètement. Merci Gamal Abina d'avoir été avec nous. Mohamed et Ramash qui devaient être avec nous et à l'heure actuelle, il est en plein live, il est en plein direct, journaliste à Al Jazeera Mubashar. Il est en live depuis plusieurs jours pour rendre hommage à sa consoeur, à son ami, un autre consoeur, je le rappelle, Shirin Abu Akleh, qui a trouvé la mort, qui a été tuée donc par une balle dans la tête alors qu'elle couvrait une opération israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Voilà ce qu'a affirmé aujourd'hui donc Israël, après avoir dit qu'elle avait probablement succombé à un tir palestinien, a affirmé aujourd'hui ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats. Je vous le disais, l'autorité palestinienne, Al Jazeera et le gouvernement qatari ont accusé l'armée israélienne de l'avoir tué. Avant de se quitter, on va revoir cette vidéo, la présence des forces israéliennes ici, donc, alors voilà, vous en avez ici une partie où on voit ces images assez claires en fin de, pas en fin de funérailles, mais en tout cas dans les moments avant la sortie du cercueil. Et juste derrière, vous allez voir ce cercueil de cette paix à son âme de 51 ans. Plusieurs décennies au cœur du journalisme et de la cause. Voilà, on aperçoit ici, c'était le titre de l'émission, l'intervention, la présence des forces de police israéliennes. Certains parlent de répression et on voit ici effectivement que les matraques sont sorties pour une partie des forces de l'ordre. L'objectif était de disperser. Et un responsable de police a été clair en disant éviter de brandir les chants nationalistes et les drapeaux, sinon nous interviendrons clairement, ce qui est donc arrivé, vous l'avez vu sur ces images. Merci donc à Aklim Elouli d'avoir ouvert l'émission avec nous, à adjoint au maire à Bonneuil-sur-Marne,
qui s'est exprimé aussi sur ses réseaux sociaux. Remerciements à Nordina Oussat, qu'on n'a pas pu malheureusement avoir. Funérailles de Shirin Abu Akllar. Donc, je vous le disais, la thématique, c'était l'intervention et la présence des forces de police israéliennes en cette journée un peu particulière, puisque c'était ces funérailles où des milliers de personnes étaient en Cisjordanie et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes lui ont rendu hommage, aussi bien politiques, personnalités, citoyens, citoyennes du monde, un peu partout, aux quatre coins du monde. Abdellah, merci mon ami d'avoir réalisé, de m'avoir accompagné pour préparer cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end sur RT Télévision. Prenez soin de vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook. À très vite. Bonne soirée à tous.